temps, parce que je crois qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, et c'est ce qu'on fait ce matin, et que les anciens, chez nous comme ailleurs, ne se posaient peut-être pas autant de questions, parce que la première préoccupation de l'être humain, c'est d'abord de survivre, et pour survivre, il faut se nourrir, et pour se nourrir, il faut avoir l'énergie qui permet de chasser ou de cultiver au gré des époques. Ça a évolué, et bien entendu, pour éviter d'avoir faim, il fallait réussir à pourvoir de la nourriture, et pour cela, il fallait éviter la maladie ou l'accident. Voilà. Alors, je dirais, l'homme des temps plus anciens savait très bien ça. Il savait que quand il était très fatigué... Juste un petit instant, je vais juste vérifier par rapport à l'enregistrement. Est-ce qu'il est en cours? Voilà, oui. C'était ça. Oui. Je crois l'enregistrement est en cours. Ok, ça va, c'est bien. Donc, dans des temps plus anciens, pour être en bonne santé, eh bien, il y avait peu de choses. Il y avait le repos, mais on ne peut pas rester inactif longtemps. Hein. Il faut quand même partir chercher de la nourriture. Et puis, l'homme a découvert peu à peu dans son environnement que certaines plantes ou certains éléments, peut-être même des minéraux, pouvaient l'aider à récupérer plus vite et à résister à la maladie. Voilà. Et c'est d'ailleurs ce que font certains animaux qui ont trouvé que certaines plantes peuvent les guérir. Et donc, cette approche très empirique de la santé de l'ancien temps a permis le développement des médecines traditionnelles que nous connaissons plus en Orient aujourd'hui, mais qui existaient aussi chez nous. Comme tu disais, des remèdes de grand-mère. Eh bien, les remèdes de grand-mère, c'était expérimental. On avait découvert cette efficacité. Voilà. Et alors, en France, il s'est passé des choses au XIXe siècle, des découvertes assez décisives, puisqu'il y a Louis Pasteur qui a découvert que finalement, les maladies, elles arrivaient par un agent extérieur, hein, que c'était d'origine exogène, et il a combattu et démontré qu'il n'y avait pas de génération spontanée, que tout ce qui moisit ou pourrit le fait parce qu'il y a un agent qui détermine ce processus. Voilà. Alors, évidemment, ces organismes qui nous rendent malades sont des microbes, et le nom le dit bien, ils sont invisibles. Et à partir de ces découvertes de Pasteur, il y a eu l'essor de l'hygiène qui a appris à éviter de transmettre les maladies. Ça a limité la diffusion des épidémies, du moins ça a essayé. Et puis, après, Pasteur a mis au point un principe protecteur qui s'appelle la vaccination, c'est-à-dire qui consiste à provoquer dans l'organisme une réaction qui va éviter d'attraper la maladie ultérieurement. Voilà. Et alors, tout ça, ça va quand même être une révolution dans l'esprit, dans la conception de la santé et de la maladie. Et puis, après les vaccinations, vont apparaître dans le siècle suivant les antibiotiques. Aujourd'hui, on dit les antibiotiques, c'est pas automatique, eh bien c'est simplement parce qu'on en a usé et abusé de façon irrationnelle. Et pourtant, ces antibiotiques, aujourd'hui, c'est ce qui évite à quand même une bonne partie de l'humanité d'être malade ou de mourir. C'est-à-dire, en Inde, par exemple, les antibiotiques sont arrivés que dans les années 1955-60. 1950-60, c'est ça. Oui, c'est pareil ici. Oui, c'est ça. C'est juste dans l'après-guerre. Voilà, exactement, oui. C'est ça. Merci. Alors, ces nouveaux traitements vont changer le regard sur la maladie. Oui. Et on va considérer que la maladie, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Qui n'est pas du fait de l'individu, mais du fait de la contamination. Et il y a un monsieur qui vivait à peu près en même temps que Louis Pasteur, qui s'appelle Claude Bernard, et lui, il était passionné par le fonctionnement d'organismes, et donc il voulait voir comment ça comprendre, et il a, en quelque sorte, dévoilé le fonctionnement des organes, et il a surtout mis au point une méthodologie qui s'appelle
la recherche, la démarche scientifique, hein, Claude Bernard, et qui a finalement fait, c'est une révolution, mais une révolution qui a son contre-pied, on va dire, c'est que la médecine maintenant se prend pour une science. Voilà, c'est une science avec toute une démarche. Alors c'est très constructif dans un sens, mais c'est en même temps ce qui fait que la médecine s'est peu à peu éloignée de la relation humaine et de la rencontre des individus. Alors, en incriminant un agent extérieur comme responsable de la maladie, on s'est éloigné d'une notion qui est très importante et qui est très valorisée en Orient, qui est la notion de terrain. Exactement. À partir du moment où on dit que la maladie, c'est un combat entre un agent extérieur et l'individu, c'est juste un champ de bataille, quoi. Et la notion de terrain en Occident, elle n'est pas tellement valorisée dans la médecine occidentale. Si on a une épidémie, tous les gens vont recevoir la même prescription, alors qu'ils sont tous différents, comme on dirait en Ayurveda. Et ça, c'est une notion, la différence des individus entre eux n'est pas tellement considérée, même pas beaucoup, en Occident. Ce qui compte, c'est le microbe. Hein, voilà. Oui. Et cette différence des individus, d'ailleurs, a tellement été négligée qu'on a récemment découvert que les femmes qui n'entraient pas dans les études cliniques des médicaments pouvaient avoir des symptômes différents des hommes. Et il y a eu une mortalité féminine ces dernières décennies qui est liée au fait qu'on ne savait pas reconnaître les symptômes des femmes parce qu'elles ne faisaient pas partie des études. C'est quand même assez cruel. Oui. Voilà. Voilà. Alors, la médecine occidentale, par ailleurs, est une médecine qui étudie l'organisme fractionné par appareil et qu'on a rarement un regard global. Il n'y a guère qu'aux aux âges extrêmes, j'allais dire aux extrémités de la vie, il n'y a guère que chez l'enfant et chez la personne âgée qu'on commence à regarder l'individu dans son unité. Et c'est tellement vrai que les possibilités croissantes de scruter l'organisme, aussi bien en radiologie qu'en biologie, ça fait des surspécialités médicales. C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement cardiologue, mais un cardiologue spécialisé de telle partie de la cardiologie. Et c'est vrai dans toutes les spécialités. Maintenant, on a des gens qui s'occupent d'un domaine extrêmement pointu. Alors, ils sont très experts, mais ils ne regardent qu'une parcelle et ils perdent la vue d'ensemble. Un autre élément qui est arrivé dans le courant du XXe siècle et qui est tout aussi important en Occident, c'est la découverte de la psychanalyse et l'essor de la psychanalyse avec Freud et ses disciples. Et tout d'un coup, l'Occident découvre que le psychisme, le mental, aurait une influence sur le corps. Et ça, c'est quelque chose qui est connu depuis l'Antiquité. Ce que Freud va appeler l'inconscient, le subconscient, je pense que c'est connu en Inde, dans les vasanas, les samskaras, qui viennent donc intervenir sur le corps et qui ont cette faculté, alors que ce sont des notions immatérielles, elles ont la faculté de rendre le corps objectivement malade. C'est plus, il y a des troubles fonctionnels, mais ça peut même donner des lésions par la force du mental. Et tout ceci avait été négligé parce que, à la suite de Claude Bernard, on était passionné par tout ce qui était concret. L'anatomie, la physiologie, Pasteur, la bactériologie. Voilà. Donc, cette notion de l'unité psychophysique, qui est une réalité incontournable, elle avait été négligée. Et puis, pour appuyer encore plus dans cette orientation, eh bien, aujourd'hui, la santé passe dans notre région du monde par des médicaments. Voilà. Alors, la santé, quand on recherche santé aujourd'hui en Occident, on va vous dire
les vaccinations, on va vous dire les médicaments, on va vous dire les antibiotiques. C'est ça la santé. Et alors, heureusement, il y a quand même des messages de prévention, mais d'où viennent-ils ces messages de prévention? D'un dévoiement finalement de tout ce qu'on a comme chance. C'est-à-dire qu'on a la chance de pouvoir se vacciner, de ne plus avoir des grandes épidémies d'autrefois. On a la chance de pouvoir traiter par les antibiotiques des maladies qui tuent. On pourrait dire qu'on est à l'âge d'or de l'humanité, et là, que ce qu'on observe? Eh bien, on observe qu'apparaissent de nouveaux états pathologiques liés à notre comportement, liés à notre mode de vie. Notre système immunitaire, qui n'a plus à combattre les microbes, ou en tout cas beaucoup moins, je dis toujours, c'est un peu comme une armée inoccupée. C'est très dangereux, une armée inoccupée. Parce qu'elle va chercher une autre cible, et c'est comme ça qu'apparaissent les réactions allergiques. Aujourd'hui, les réactions allergiques, ce n'est rien moins que notre système immunitaire qui prend pour cible quelque chose qui, normalement, n'est pas un danger pour l'organisme. Des allergies alimentaires, aujourd'hui, sont extrêmement préoccupantes. On en découvre tous les jours une nouvelle. On peut être allergique à tout ce qu'on mange, à tout ce qu'on touche. Et ça, c'est vraiment très, très préoccupant. Pire que ça, notre système immunitaire peut prendre pour cible nos propres organes. On peut détruire sa thyroïde, on peut détruire une partie de son cœur, on peut détruire son intestin par des réactions qui sont des réactions normalement destinées à protéger de l'extérieur et non pas à s'auto-détruire. C'est quand même très curieux et très préoccupant qu'on en soit arrivé à un monde où on est en train de s'auto-détruire ou de se battre contre l'environnement amical. Absolument. Dans le même temps, l'homme moderne est dans l'irrespect du corps et de la physiologie. On n'est plus vraiment menacé par la faim, du moins dans nos régions, mais la qualité des aliments a beaucoup changé. Et les aliments sont maintenant aux mains de puissances industrielles qui en font un peu ce qu'ils veulent. Les bébés, les premiers, sont éloignés de l'alimentation normale qui est le sein maternel, qui leur confère toute la protection dans l'immédiat et pour le futur. Au lieu de ça, on met à la place un produit industriel coûteux, de moins bonne qualité, et qui va leur donner déjà, dès le premier âge, des allergies. Et par la suite, des déséquilibres métaboliques. Et puis, les déséquilibres métaboliques vont être accentués par le mode de vie, la nourriture, la fast-food, qui n'est pas à utiliser en excès. Et tout ceci va aboutir à ce qu'on observe dans la rue, c'est-à-dire des enfants qui sont très tôt obèses, difformes, avec un corps qui est malmené et qui va déboucher sur des maladies cardiovasculaires, du diabète, etc. Qui plus est, ces enfants ne dorment pas, sont très tôt conditionnés, comme les adultes, à des sollicitations extérieures qui les éloignent de leur rythme biologique. Et avec tout ça, alors qu'on a la possibilité, on a les moyens, on a la chance de pouvoir vivre en bonne santé, de savoir comment faire, eh bien, on n'a jamais été en aussi mauvaise santé. Nous, les humains, et la planète qu'on occupe, parce que tout ceci va ensemble, finalement. C'est-à-dire qu'en fait, l'irrespect de l'humain, c'est aussi l'irrespect de la planète, l'irrespect des éléments. L'air est pollué, la terre et l'eau sont souillés par les produits chimiques qui sont utilisés pour augmenter la production, augmenter le profit. C'est le matérialisme qui nous ronge. Le feu, on le voit en ce moment, détruit des espaces parce que on lui a donné trop de possibilités. Tout ceci est issu finalement d'une mauvaise exploitation de la nature. Pierre Rabhi essayait de nous enseigner, de nous ramener à des principes d'autosuffisance pour respecter notre planète et sa survie et notre survie et notre avenir. Mais ceci n'est pas tellement entendu. L'humanité aujourd'hui cherche cherche que profit et malheureusement nous sommes empêtrés
dans cette recherche d'exploitation qui nous fait maltraiter la nature et la rendre dangereuse pour elle-même, parce que finalement, les incendies et les inondations, c'est juste une nature qui n'est plus capable de s'auto-limiter. Voilà. On arrive dans tout ça à un nouveau domaine de la santé qui s'appelle la toxicité environnementale, qui fait qu'on trouve des molécules chimiques et des agents exogènes partout, y compris, tu sais, Kiran, dans le sang du cordon ombilical. On a trouvé jusqu'à 100, on a pu identifier jusqu'à 100 molécules toxiques en même temps, dans le cordon ombilical. Et on y trouve, maintenant on sait le faire, des microplastiques. Le bébé qui naît, il est déjà complètement, on va dire, immergé dans notre monde toxique. Voilà, on est contaminé dès le départ de la vie. Alors, il est urgent qu'on revienne à la notion de terrain. Le terrain sur lequel on repose, notre planète, pour laquelle on se fait du souci, et qui est en résonance avec notre terrain dans le sens de la santé, c'est-à-dire de quelle façon nous pouvons nous accommoder à notre mode de vie, à notre nourriture. Et tout ceci ne va pas sans aller chercher la dimension spirituelle. Parce qu'on est très directement dans la relation à l'univers, dans la relation au divin, c'est-à-dire que ce qu'on fait là, ce corps que nous essayons de maintenir en état, on sait très bien qu'il va s'user avec l'âge et qu'il va devenir progressivement incompétent. Notre mental va suivre le même chemin, on sait très bien que la mémoire est de moins en moins bonne avec l'âge et que les productions d'esprit sont plus laborieuses. D'accord. Mais la vision de la santé telle qu'elle nous est présentée, elle est trompeuse. C'est une tromperie du monde matérialiste. Nous ne serons jamais éternels. Par contre, nous avons un outil qui nous permet de faire évoluer notre être, notre existence vers quelque chose de plus grand. Parce qu'en fait, cet outil, ce psychophysique, il nous est confié pour qu'on aboutisse, qu'on accomplisse finalement une existence dans un but bien plus grand que celui d'amasser de l'argent que de toute façon on n'emportera pas quand nous disparaîtrons. Voilà. Alors, la santé ne peut pas aller sans cette référence au plus grand, sans cette référence spirituelle qui est peut-être une évidence dans certaines régions du monde. Et c'est pour ça que j'intitulais mon propos « Est-ce que la sagesse de l'Inde peut sauver l'Occident malade ?» Parce que ce que je viens de te décrire, c'est vrai qu'en quelques minutes, c'est un peu catastrophiste. Oui. Ça peut être un petit peu décourageant. Mais c'est vrai que notre Occident est malade et il a besoin qu'on lui montre une porte de sortie. Et sans une porte de sortie vers le plus grand, vers la dimension spirituelle, je crois que c'est vain d'essayer de parler de santé, aussi bien pour l'individu que pour l'humanité dans son ensemble. Oui, c'est vrai. Mais je dirais qu'aujourd'hui même, tous les pays en voie de développement ou tous les pays qui étaient considérés comme colonisés et tout ça, aussi malheureusement sont en train de suivre le même chemin. C'est-à-dire on copie l'Occident, on copie l'allopathie aveuglément et encore les dernières recherches d'allopathie qui se répandent très rapidement d'un côté, mais en même temps la pratique ou disons des médicaments anciens ou qui étaient même pas permis en France ou aux États-Unis continue à être pratiquée dans plusieurs pays où on en voit tout cela. Parce que, en côté, les fonctionnaires, hauts fonctionnaires, sont beaucoup plus impressionnés par les recherches occidentales d'un côté, et puis aussi
comment dirais-je, ça commence à changer certainement, mais quand même, ce n'est pas encore l'Inde, d'un côté, je dirais, présente et représente une spiritualité avec le yoga, avec comment dire, des recherches dans tous les domaines. Mais je dirais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais je t'écoute. Je ne vais pas considérer que seulement l'Occident est malade. J'ai presque envie de dire, aujourd'hui, toute la Terre est malade. Et comme disait Pierre Rabhi, comment dirais-je, par rapport à la nourriture, il faut plutôt souhaiter bonne chance que bon appétit. Oui, c'est ça, exactement ça. Mais en même temps, je ne suis pas, je ne suis pas défaitiste, je ne suis pas pessimiste. Ça, c'est merveilleux. On constate que le constat que je fais là et les conclusions qu'il y a à en tirer, beaucoup de gens le font. Et beaucoup de gens ont déjà entamé un mouvement de retour, le chemin inverse. Tu vois, des choses, c'est des petits signaux. Les gens qui veulent préserver les semences d'origine, les semences anciennes. Absolument. Une agence pour la biodiversité. Il existe une agence pour la biodiversité. C'est un signe qu'on prend en considération ces choses-là. Les gens en France, où on avait abattu toutes les haies dans les champs pour faire des champs plus grands, plus faciles, pour récolter beaucoup plus, on remet des haies parce qu'on a compris que c'est la haie qui retient l'eau, c'est la haie qui retient les prédateurs des nuisibles, et que la haie est un facteur d'équilibre. Donc on fait des retours en arrière, non pas par nostalgie, mais parce qu'on a compris la leçon des anciens qu'on avait méprisé parce qu'on avait un autre objectif qui était de produire plus. À noter d'ailleurs que cette recherche de production, elle ne se fait pas du tout au bénéfice de ceux qui en ont besoin. Parce que dans une vision globale de l'humanité, on pourrait dire on va produire plus parce que nous, on a la chance d'avoir une bonne terre et d'avoir un bon climat. Et comme ça, on va pouvoir aider ceux qui vivent dans des régions où c'est moins possible. C'est pas ça l'objectif. Mais ça, malheureusement, c'est le système matérialiste, c'est le matérialisme qu'il s'appelle capitalisme ou communisme. C'est toujours du matérialisme. Et ça, les hommes ont bien du mal à s'en détacher. C'est pour ça que tout ce qui peut être voie de cheminement spirituel, même si c'est parfois superficiel, parce que tu sais comme moi que la diffusion du yoga n'est pas toujours forcément un chemin très spirituel pour tout le monde. Mais c'est une entrée. Absolument. C'est une entrée. Et l'Ayurveda, un mot que je me souviens très bien, quand je parlais d'Ayurveda il y a 20 ans, on me faisait répéter en me disant c'est quoi de quoi tu parles? Et aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est que l'Ayurveda. Ça, c'est vrai. Ce qui veut dire quand même que des messages qui diffusent et les courants se croisent. Et finalement, si l'Orient, si les pays en développement tendent à nous rattraper sur le plan matérialiste, au moins ils nous contaminent un petit peu par leur spiritualité qui nous intrigue et dont l'Occident a grandement besoin puisqu'il a perdu ses racines. C'est vrai. C'est merveilleux. C'est très positif et moi je me sens encore mieux étant donné que dans les années 70-80, c'est moi que j'ai fait l'effort d'introduire l'Ayurveda en France et en Europe et je sais, tout le chemin a été dur, mais quand même, je suis content qu'aujourd'hui, pas seulement le mot qui est connu, mais aussi avec ça l'espoir de santé nouvelle qui accompagne ce mot-là. Il est certain que l'Ayurveda, la médecine ayurvédique ne sera jamais la médecine prioritaire en France, en Occident, mais elle apporte le signe d'un autre regard sur la maladie et sur le malade. Et ça, c'est très important.
et aussi pour la santé. Oui, C'est-à-dire plus... oui, pour la santé, pour éviter la maladie. Voilà, exactement. Soigner le terrain. Soigner le terrain. Mais ce mot terrain est un mot très intéressant parce que absolument. Ce parallèle avec le terrain que l'on cultive, c'est vraiment important. Tu vois, moi je me souviens de mes leçons à Tapovan, et aujourd'hui, la notion de préparer le terrain avant de recevoir un bébé est une notion qui accourt, qui est reçue. Il y a des consultations préconceptionnelles. Alors, c'est pas partout, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui existe. Ce qui veut dire qu'on commence à avoir une conception, c'est le cas de dire, un regard différent sur l'arrivée d'un bébé. Ah, c'est merveilleux ça. C'est même fantastique, bien. Je dirais. C'est bien. Oui, ça sera... Bon, écoute, avec cette sorte de note tellement pleine de lumière et cette attitude positive, ça me fait plaisir parce que très souvent on est plutôt, comment dirais-je, malgré nous, attiré par notre esprit d'aller vers un côté négatif. Oui, il ne faut pas sombrer là-dedans. Voilà, merci. Merci beaucoup, Dominique. Merci, Kira, de m'avoir reçu. C'était vraiment une grande chance pour nous de t'avoir, même virtuellement comme ça, mais quelque part, c'est même très réel. Et je suis très touché. C'est une grande chance pour moi d'être entendu par quelqu'un comme toi. Merci. J'espère à bientôt. J'espère aussi. Et puis à toute la famille et à tous les pratiquants de yoga et la médecine nouvelle, comme tu as envie de parler. La famille en grand. Exactement. Au revoir et à bientôt.